Donc c'est inutile de vous présenter. Le premier point, c'est la présentation de nos syndicats. Vous aurez chacun le petit guide ici. C'est là qu'on présente nos syndicats. Donc le premier point tombe déjà. Le deuxième point, nous allons parler de ces guides en quelques lignes. Vous allez trouver tous les détails dedans, mais en quelques lignes. Le troisième point est plus important, ainsi que le quatrième point, c'est nous allons vous donner certaines évidences et puis nous allons penser à la rouverture des écoles. Qu'est-ce que nous, en tant qu'enseignants, nous en disons? Sans plus tarder, nous allons commencer notre point avec le guide que nous vous présentons là. C'est un livre d'une vingtaine de pages qui comprend deux parties. La première partie, nous essayons d'expliquer la Covid-19, qu'est-ce qui s'est passé par rapport, comment ça a commencé, ça s'est développé, qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays jusqu'à la prise du décret de l'état d'urgence, consacrant à l'état d'urgence. Et nous avons essayé d'expliquer comment on a fermé les écoles. Et la deuxième partie, nous essayons d'insister sur le fait que tout ne doit pas mourir parce qu'il y a cette pandémie qui tarde à terminer. Toutes les mesures mises au point pour pouvoir éradiquer la pandémie n'arrivent pas à décrocher le plein succès attendu. Raison pour laquelle le monde entier, comme c'est le cas aussi chez nous, on est obligé à se préparer à affronter les virus, donc à affronter la mort, parce que les virus tuent, vous le savez bien. Il n'est pas nombre à nous. Sache que les enseignants, donc, sachent que la vie ne s'arrête pas là. Le deuxième point, c'est les 10 évidences. La première évidence, donc quelque chose qu'on saurait même vérifier et trouver que c'est réel, c'est exact, à moins que d'autres personnes nous disaient autrement. La réouverture des écoles est souhaitable par toute la population. Les enseignants aussi, tous les personnels de l'éducation, il n'y a pas un seul qui ne veut pas de la réouverture des écoles. Deuxièmement, ce n'est pas les personnes de l'éducation qui a suspendu les cours. Et puis, il ne l'a même pas initié, ni été consulté pour cela. C'est-à-dire la fermeture des écoles, on n'a pas dit aux enseignants, écoutez, venez, nous voulons fermer. Non, il n'y avait pas une alerte quelconque, on a fermé. Donc, il ne faut pas jeter la responsabilité sur les enseignants. La Covid-19 existe et tue sans pitié. Il y en a qui disent, non, voilà, on peut voir au marché comment ça s'est fait, pourquoi est-ce que les écoles n'ouvrent pas. Eh bien, nous voulons affirmer que nous avons des témoignages pour dire que la Covid-19 tue sérieusement. Quant à la réouverture des écoles, nous accordons aux camarades qu'ils essayent de parler de notre esprit. C'est le message le plus important que nous comptons communiquer aujourd'hui parce qu'il y a des évidences et par rapport aux évidences, nous avons à prendre une position responsable pour pouvoir nous prononcer en ce qui concerne la reprise des cours. Merci. ECO, FENECO, UNTC et ces enseignements. Alors, parce que nous gérons les enseignants, en fait, qui sont affiliés chez nous, et que, d'après la présentation, vous avez suivi qu'il y a eu d'abord arrêt de toutes les activités au niveau des écoles primaires, secondaires et universités. Maintenant qu'on parle de la réouverture des écoles, mais quelle est alors la position syndicale par rapport à cette réouverture des écoles? Donc, nous avons envisagé comme proposition qu'on doit présenter chez le gouvernement une commission paritaire. Il faut que le gouvernement convoque la commission paritaire. Il faut que le gouvernement convoque la commission paritaire, telle qu'on s'était entendu à Bibois. C'est cette commission qui va fixer les conditions de travail des enseignants. Vous le savez, si nous rentrons dans la précipitation, dans les conditions que vous connaissez, imaginez que l'enseignant appelé à pouvoir dispenser les enseignements au niveau de la classe terminale telle que 6e, historien, francophone, sociologue, etc., il aura affaire à autant de classes, donc autant d'heures que ce qu'il avait dans le temps. Donc nous avons souhaité qu'on convoque rapidement et sans tarder une commission paritaire. Donc nous avons estimé commission paritaire qui pourra prendre 5 à 6 jours pour évaluer l'accord de Bibois. À part ça, nous avons aussi nous avons tenu compte
il faut de... Ici, n'est-ce pas? Oui. Il faut de réunions de consultation et information de tous les partenaires. Donc, il faut réunir d'abord une consultation. On consulte les avis des uns et des autres. Et on informe tous les partenaires ensemble. Donc, bref, nous souhaitons un dialogue des partenaires. Ce n'est pas l'affaire seule du gouvernement, c'est l'affaire de tous les partenaires éducatifs. Nous tous ensemble, on réfléchit. Chacun apporte ce qu'il peut apporter pour l'intérêt de l'enseignement. Donc l'enseignement n'est pas seulement l'apanage du seul gouvernement, c'est pratiquement l'affaire de tout le monde, parents, ONG, syndicats ensemble, et nous réfléchissons pour voir comment on peut gérer la réouverture des écoles par rapport à la pandémie. Trois, nous allons poser le problème de la mise en place de matériel et personnel nécessaire. Mise en place de matériel et personnel nécessaire. À cause de la pandémie, quels sont les matériels que nous allons placer dans chaque école? Vous savez, on a énuméré un certain nombre de matériels. Est-ce que ces écoles sont-elles en possession de ce matériel jusqu'à maintenant? Parce qu'on parle du 21. Nous avons combien d'écoles? Comprenez? Combien d'écoles? Et puis chaque école doit avoir combien de matériel? Point d'eau, etc. Et puis cache-nez. Et on doit mettre tout ça à la disposition de l'école. Vous le savez, le 14 avril, tel que le secrétaire général Augustin venait de le dire, nous avons été les seuls à dire à son Excellence, Monsieur le ministre Willy, qu'il n'était pas temps de penser à la réouverture, parce que le virus n'étant pas maîtrisé. Hein, chaque jour, il y a un baromètre. On nous dit toujours qu'aujourd'hui, il y a autant contaminé. Imaginez quand vous allez ouvrir les écoles. Et ça risque de pouvoir contaminer tout le monde. Donc nous avons souhaité, la commission paritaire, pour qu'on discute ensemble. 2, réunion de consultation. Donc consulter, réunion de consultation et d'information entre les partenaires. Nous-mêmes, on doit être consulté. Ce n'est pas l'affaire seule. Comme il l'a dit, quand on a décidé la fermeture, on n'a pas écouté, on n'a pas sollicité les avis des uns et des autres. Alors nous avons mis l'accent, même le 14 avril, pour dire qu'il faut une mise en place de matériel. C'est-à-dire que chaque école doit disposer. Le gouvernement doit préparer de matériel à remettre à chaque école pour la protection des enfants et des enseignants. Pas seulement de matériel, mais aussi le personnel nécessaire. Personnel nécessaire pour peut-être orienter les enfants, peut-être les protéger, etc. Et pour cas de prise de température. Donc il faut à chaque école doter ces matériels-là. Ok. Allez, merci. Camarade Cécile Prur, là. Je pense que nous sommes ici dans la problématique de la santé de l'enseignant. Ce guide présente les trois grandes organisations syndicales de la RDC affiliées à la seule organisation du monde qui est l'Internationale de l'éducation. Lorsque nous rentrons dans ce guide, nous allons trouver que le guide parle de la manière dont les personnels éducatifs de la maternelle à l'université peuvent se comporter par rapport à la pandémie qui tue. Cette pandémie qui tue, qui a fait à ce que l'école soit fermée. L'école est fermée, mais il n'y a pas que l'école. Il y a eu plusieurs institutions qui étaient fermées. Au départ, c'était tout le monde qui devait rester chez soi à la maison. Tout le monde devait avoir l'apport du masque. Tout le monde doit atténuer ou tousser dans le coude. Ainsi de suite, avec toutes les mesures possibles qui doivent aider à la protection de la santé des uns et des autres. Mais voici que les mesures qui étaient prises
les décisions prises ont été allégées. Les mesures ont été allégées, mais néanmoins, d'autres institutions restent, telles que l'école, l'église, les salles de fête, les restaurants, ainsi de suite, pour éviter que les gens qui y travaillent ne soient contaminés de la COVID-19 qui tue, puisque les deux camarades secrétaires généraux, Augustin et Valérie, l'ont rappelé. Nous disons, la COVID tue. Oui, réellement, c'est un virus qui tue parmi tant d'autres, puisque nous avons appris à vivre avec un virus ou des virus tels que le sida et la tuberculose. Mais comment arriver à vivre avec la COVID-19 dans une école ou dans une communauté éducative? C'est là le problème, la réouverture de l'école. Vous avez suivi parmi les dix évidences que ce n'est ni l'enseignant, ni une organisation syndicale qui a décidé de la fermeture de l'école. Et lorsque cette école a été fermée, ni l'enseignant, ni une organisation syndicale n'a été consulté. Et qui a fermé l'école? C'est le gouvernement à travers l'institution qui est le chef de l'État qui avait décrété l'état d'urgence sanitaire. Et puisque c'est cette institution qui a décrété la fermeture, nous pensons encore d'une manière logique qu'il n'y a que cette institution qui peut encore réouvrir. Si ce n'est pas lui qui le dit, mais il est représenté dans notre secteur ou encore dans le secteur de l'éducation par le ministère de l'EPST, puisque nous parlons éducation, par le ministère de l'ESI, Affaires sociales, FPAM et Jeunesse et Sport. Ce sont ces secteurs qui prennent l'éducation en charge dans notre pays. Mais lorsqu'ils ont fermé, ils ne nous ont pas consultés. Ils ont raison, puisqu'il y a ceux qui peuvent dire qu'ils ont tort. Ils n'ont pas tort, puisque ce ne sont pas les organisations syndicales, ni moins encore les parents et autres partenaires éducatifs qui sont organisateurs du système éducatif dans notre pays. C'est l'État seul, l'État congolais, qui est le seul organisateur des enseignements dans notre pays, celui qui ferme et celui qui ouvre. Mais ici nous avons un problème. Le problème qui fait tache d'huile ici, c'est la santé de l'enseignant. Nous pouvons aussi, en passant, parler de l'enseignant, de la santé de l'élève. Mais ici, nous insistons sur la santé de l'enseignant. Voici pourquoi le guide ici est mis sur pied pour aider l'enseignant à savoir comment se comporter pendant cette période. Est-ce que l'enseignant doit abandonner son organisation syndicale? Non. Est-ce que le gouvernement doit cesser de dialoguer? Non. Le gouvernement doit savoir que nous devons tous apprendre à vivre avec la maladie, mais néanmoins, il est important de dialoguer, de négocier pour trouver des solutions aux problèmes de l'enseignant, afin que cet enseignant qui est appelé soit à voir comment faire la moyenne des points des élèves pour que cet élève qui avait avec la moyenne réussi passe des classes, ou encore trouver comment aussi faire la moyenne pour ces élèves qui sont appelés à aller aux évaluations de fin d'études primaires et
secondaire. Et pourquoi pas ceux qui sont en 3e graduat et licence, mais il y a un problème avec le SU. Il y a un problème, puisqu'il y a les cours qui n'ont pas été donnés. Mais néanmoins, pour les primaires et les secondaires et même la maternelle, il y a possibilité, puisque c'est l'enseignant le seul praticien, c'est lui le seul praticien, c'est lui qui a appris à l'enfant depuis que le monde est monde. Dès que tu vas aux toilettes, au retour, il faut savoir se laver les mains. Avant de manger, il faut se laver les mains. Après le manger, il faut se laver les mains. Dès que tu vas jouer au foot, les filles au Nzango, après, avant d'entrer et de toucher à quoi que ce soit, vous devez savoir vous laver les mains. Vous ne pouvez pas introduire les doigts dans la bouche, ni moins encore dans le nez. Vous devez éviter à frotter les yeux avec vos mains à tout moment de peur de vous contaminer. C'est l'enseignant qui a montré à tout le monde. Voilà que tout le monde est rattrapé par les mêmes conseils, la même petite leçon d'hygiène que l'enseignant a eu à transmettre en son temps. Et alors aujourd'hui, que nous sommes ensemble et que le chef de l'État insiste, mais nous disons que nous ne sommes pas contre que l'école réouvre ses portes. C'est le souhait de tous. Je ne vais pas ici monopoliser la parole. Je vais la lancer et la retourner à ceux qui ont commencé. S'ils ont encore un commentaire à faire, ils vont le faire. Mais néanmoins, le guide va aider nos membres à savoir comment vivre avec la COVID-19, puisque nous avons eu à vivre le sida avec le sida et avec la tuberculose, et pour ne citer que ça. Ok, merci. Une petite conclusion, c'est que nous avons un message important à adresser au gouvernement pour le rôle qu'il joue en tant que seul organisateur du système éducatif. Nous, en tant que partenaires, nous voudrons bien que l'on puisse rouvrir les écoles, moyennant la convocation imminente de la commission paritaire, c'est-à-dire syndicat, gouvernement, pour discuter des points qui nous concernent. En deuxième lieu, convocation d'une réunion avec tous les autres partenaires, c'est-à-dire syndicats, parents et tous les autres, afin de consulter et donner l'information par rapport à la reprise des cours. Et en troisième lieu, que l'on voie comment est-ce que les mesures d'hygiène et les gestes barrières sont en train de prendre forme dans notre vie quotidienne de manière à ce qu'ils soient respectés dès que l'on va rouvrir les écoles. Alors, nous insistons aussi sur le fait que la proposition, la Coalition nationale de l'éducation pour tous a soulevé 3 options pour la reprise, et la task force du gouvernement a déjà proposé que l'on puisse faire la moyenne pour toutes les classes de recrutement et les classes montantes, afin que ceux-là qui ont bien presté au début de l'année puissent passer des classes, et que les autres puissent, ceux-là qui ont échoué, puissent reprendre l'année, pour que les finalistes, eux, néanmoins, du primaire comme du secondaire, puissent présenter l'examen d'État. Ça, c'est déjà dit, mais il faudrait que l'on arrive à discuter comment est-ce qu'on va faire pour combler les vides qui est resté. C'est la raison d'être de la convocation de la réunion paritaire. Alors, dans ce cadre-là, il est important que l'on fixe les parents que quand on fait la moyenne, parce que l'enfant ne va pas à l'école, c'est du travail. L'enseignant n'a pas que le travail de prester pendant les 6 périodes de cours dans une salle de classe, il a en outre le travail de préparation et tout ce qu'il fait à la maison. Quand on dit on va faire la moyenne, les enseignants vont travailler. Nous sommes contre une certaine opinion qui voudrait que les enseignants, notamment du secteur privé, ne puissent pas bénéficier de leur salaire. Essayons un peu tous de nous mettre à leur place, vous allez sentir que le calvaire est difficile à supporter. Raison pour laquelle, profitant de ce point, nous lançons un appel à tous les parents de voir dans quelle mesure aider les écoles à fonctionner pour prendre la charge de leurs enfants. Parce que le travail va continuer.
Le travail de l'éducation ne termine jamais. Il n'y a aucun pays où on a dit, écoutez, on arrête et puis c'est fini, c'est fini. Nous aurons toujours besoin d'eux et que les parents aussi auront besoin de nous. C'est sur ce point que nous mettons... oui, juste une seconde. Oui, oui. Je voudrais... Le rôle du syndicat est extrêmement important pendant la crise. Il faut que le gouvernement sache que nous, syndicalistes, nous avons l'obligation de défendre les enseignants, même pendant la crise. Et nous demandons que que le gouvernement puisse nécessairement remplir ses tâches, payer régulièrement les enseignants et penser aux nouvelles unités. C'est extrêmement important. Donc nous devons défendre les enseignants, même pendant la crise. Et puis, comme ce que nous demandons au gouvernement, payer régulièrement les enseignants. 2, payer, penser vite, sans tarder, aux nouvelles unités. C'est ainsi que nous exigeons les dialogues de partenaires. Convocation de la commission paritaire. Merci beaucoup. Donc, les contenus pour la mutuelle de santé, il y a un peu beaucoup de points. On ne saura pas donner la liste exhaustive de tous les contenus. Monsieur Valéry, je voudrais savoir, vous avez dit qu'il faudrait que l'État prenne en charge, ce que vous avez dit comme la position du syndical pour la réouverture des écoles. Mais là, il y a quelques jours passés, le ministre a dit que ce serait possible pour le 21 la réouverture. Déjà aujourd'hui, nous sommes au 14, donc ça veut dire que c'est dans une semaine que cela pourrait être probable. Mais quand vous dites qu'il faudrait qu'on pense aux écoles, aménager le service et tout, ne pensez-vous pas que ça va retarder ces processus et cela ce sera encore un handicap pour les enfants? Oui. Je vais poser ma question à Madame Cécile. Madame Cécile, est-ce que vous avez pris en compte les enseignants de l'intérieur? Parce que vous parlez apparemment seulement de Kinshasa. Et il y a des provinces qui ne sont pas touchées par la Covid-19. Pour moi, ces provinces-là vont s'aménager aussi, juste pour la reprise des cours. La deuxième question à M. Augustin. La date est tellement rapprochée que vous demandez une tripartite au gouvernement, à l'État congolais. N'est-ce pas lui demander encore plus? Parce que le gouvernement lui-même doit prendre en charge les matériels sanitaires. Le gouvernement doit payer les nouvelles unités. Le gouvernement doit prendre en charge les enseignants. Et je vois encore une autre voix qui sort dernièrement dans votre bouche, que les parents doivent encore, et surtout que le temps est très limité. Ne voyez-vous pas que vous demandez trop au gouvernement? Si peut-être vous pouvez aménager dans votre agenda, comment est-ce que vous pouvez négocier avec le gouvernement? Merci. À Madame Cécile, vous avez dit que c'est l'ESU qui va probablement poser problème parce qu'il y a des cours qui n'ont pas été donnés pour le deuxième semestre, mais vous n'avez pas développé. Pour les étudiants congolais, qu'est-ce que vous proposez au fait? Et pour M. Valéry qui a demandé que le gouvernement donne à chaque école le personnel et les matériels nécessaires. Alors, on a dit que probablement la rentrée est prévue pour le 21. Alors, vous ne voyez pas que le temps est quand même un peu restreint pour avoir une réunion avec la commission paritaire, avoir une réunion avec les parents, les enseignants et, je ne sais pas moi, le gouvernement, et aussi donner le matériel. Vous ne voyez pas que le temps est quand même un peu restreint par rapport à ça? Selon l'article 84 de la loi cadre qui organise l'enseignement dans notre pays, le nombre de jours pour qu'une année soit considérée, c'est 221 ou 222 jours. Mais le minimum, c'est 180 jours, qui sont même, le nombre de 180 jours qui est même reconnu par l'UNESCO au niveau international. Il se fait que nous avons travaillé pendant 150 jours selon le rapport officiel. Bien sûr, vous allez dire non, on connaît telle école, ils avaient un peu de grève, mais de façon générale, le rapport officiel dit que nous avons travaillé pendant 150 jours. Donc il reste 30 jours à accomplir. 30 jours, c'est peut-être 2 semaines de cours, 1 semaine de révision et puis 2 semaines
d'examen. 30 jours, ce n'est pas la mer à boire. Alors, 30 jours, pour 30 jours, si on déclare que l'année est effacée, cela veut dire que les enfants qui vont totaliser 6 ans cette année ne vont pas être inscrits. Ou ils vont être inscrits, mais il n'y aura pas de place pour les accueillir. C'est-à-dire que le gouvernement doit, dans le temps qui nous sépare du retour à l'école, construire rapidement des écoles pour accueillir les nouveaux élèves. Ce qui se passe dans certains petits pays comme au Rwanda, c'est ce qui se passe présentement là. Pour eux, ils ont juste arrêté, ils ont commencé à construire des écoles pour décongestionner les salles de classe et tout ça. Alors, nous sommes en train de voir les choses objectivement. Pour 30 jours, tel que je viens de vous décrire, vous comprenez que c'est grave si on déclare l'année blanche. C'est grave parce que pour qu'un enseignant se dise avoir terminé l'année, il faut qu'il dispense au moins les 3/4 de cours dans le programme qu'il a. Alors, on a proposé que ça ne veut pas dire que les propositions qu'on a faites, même celles de la task force, les enfants ne vont pas aller à l'école, à part les finalistes. On a dit on fait la moyenne, c'est-à-dire l'enfant est à la maison. On fait la moyenne, et puis peut-être ils viennent pour la proclamation. Ça veut dire que cette année ici, on l'arrête là où on est. C'est ça la position, l'une des options de la société civile, et c'est l'unique option de la task force. Ça veut dire que les enfants de la première jusqu'en 5e primaire n'iront pas à l'école. On va faire la moyenne. C'est une proposition, il faut bien retenir, de la task force, c'est-à-dire un groupe de travail mis sur pied par le gouvernement, par le ministère de l'EPST. Même si les syndicats ne sont pas là, mais nous suivons quand même de près ce qu'on est en train de faire. Et nous, la société civile, c'est ce que nous avons proposé parmi les 3 options. On arrête là, c'est-à-dire aucun élève de la première en 5e n'ira à l'école. Jusqu'à la reprise au mois de septembre. Mais dans notre temps, qu'est-ce qui se passe pour décongestionner les classes de recrutement? On fait la moyenne, ceux-là qui ont réussi, ils passent des classes pour laisser vide derrière. Maintenant, il y a des dispositions pratiques qu'il faudra prendre pour récupérer les 30 jours. C'est pour cela que nous demandons qu'il y ait la réunion, la commission paritaire. Nous allons faire inscrire ce point à l'ordre du jour. Comment ça va se passer? Parce qu'au début de l'année, il y a certains actes que nous posons, notamment un peu de révision. Comment est-ce que ça va être instruit de façon formelle pour que nous puissions récupérer ne fût-ce qu'une partie de ce qui est passé. Alors, on reprend au mois de septembre, on prend des dispositions pour couvrir le vide et ça continue. Ça soulagerait les parents qui ont, dans les écoles privées, payé la totalité de l'année. Ça va soulager le gouvernement qui n'a pas de moyens pour construire de nouvelles écoles rapidement afin d'accueillir les nouveaux élèves. Ça va soulager les enseignants pour considérer ce qu'ils ont déjà fait, ce qu'ils ont déjà presté. Au lieu de rentrer avec le premier chapitre au début de l'année, on est soulagé parce que la grande partie des cours qu'on a dispensés sont pris en compte. Et pris en compte, voulais-je dire. Donc, pour ce qui a de compléter, donc l'année blanche, nous, dans nos calculs, ça ne figure pas en tout cas. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Maintenant, il y a un problème pour la transition de l'EPST vers l'ESU. C'est quoi? C'est les classes de recrutement qui doivent être libérées. Raison pour laquelle on a toujours dit, je crois que camarade Cécile et camarade Valérie, qui ont de la compétence pour ces secteurs là-bas, parce que la FENECO se limite au secondaire, ils vont poursuivre. Ils pensent du reste des cours qu'ils doivent suivre pour pouvoir être prêts à affronter l'examen d'État. Donc pour nous, le temps qui nous sépare, nous on trouve qu'on a tout le temps jusqu'à la reprise au mois de septembre pour discuter, pour voir comment des grands camions sont en train de descendre dans chaque école pour déposer. Parce que le gouvernement, retenez-les, quand vous dites que non, il n'y a pas le temps pour acheter les cache-nez, le gouvernement a déjà donné cette garantie depuis le 14 avril qu'on va doter, on va donner dans chaque école à l'élève et à l'enseignant les cache-nez. Dans chaque école, on va donner un point d'eau. Dans chaque école, on va donner les savons. Dans chaque école, on va faire tout ce qu'il faut pour observer les mesures barrières.
Mais nous aurions bien voulu que l'on puisse se mettre ensemble pour que nous puissions arrêter un calendrier de sensibilisation pour que les enseignants soient à même de prester suivant la nouvelle norme. Parce qu'il y aura... L'année blanche, je reviens encore pour dire, l'année blanche ne peut être proclamée que par l'État congolais en connivence avec l'UNESCO. Les syndicats, y compris leurs membres, n'organisent pas les enseignements dans notre pays pour qu'ils puissent proposer de l'année blanche. Techniquement, si ça pourrait être possible, c'est seulement pendant les dialogues que le syndicat peut parler en face de son partenaire pour faire voir techniquement si c'est possible ou non. Mais néanmoins, il y a déjà 150 jours de consommés sur les 222 jours. Et je m'en vais par rapport à ça répondre à ce qui est de l'ESI. L'ESI, c'est un secteur de l'éducation qui est spécifique et avec les 2 semestres, il y a déjà la hors-session qui a eu lieu. Il faut que l'année académique soit récupérée pour que les étudiants terminent les cours. Puisque si les cours ne se terminent pas, il n'y a pas possibilité que ceux qui sont en 3e année de graduat et ceux qui sont en 2e licence puissent défendre leurs livres, les TFC et les mémoires. Ils peuvent les défendre, mais les points de cours, comment aménager ces points de cours, puisque ce ne sont pas les mêmes cours tels que les cours sont donnés au primaire et au secondaire. Chaque professeur a son cours et chaque cours est important pour chaque étudiant. Et alors, il faut des stratégies pour que cette année académique soit récupérée, mais avec les grèves qui sont tout le temps à l'INIKIN et à l'IPEN, c'est aussi une autre paire de manches. Il y a un élément là au niveau de... Nous avions fait le tour. Augustin, moi, Valérie, qui était parti à l'Est. Augustin et moi, nous sommes allés à l'Équateur, dans les Bandundu, au Kasaï, ainsi de suite, pour sensibiliser nos membres de l'intérieur à ce qui était la gratuité et à s'y porter aussi. Et attendre à ce que les conditions que nous avions posées au gouvernement ne soient pas précipitées pour asseoir la gratuité. Nous avions sensibilisé nos membres sur toute l'étendue de la République. Et ce qui est de la COVID-19, nous allons sensibiliser dans toutes les communes de Kinshasa, mais néanmoins, nous savons qu'au travers nos membres, nos provinciaux, puisque nous sommes des syndicats installés sur toute l'étendue de la République, nous sommes en mesure de transmettre ces guides à travers des réseaux sociaux, l'Internet. Ils peuvent les recevoir dans leur boîte et commencer la sensibilisation par rapport à la COVID-19. C'est pour dire que nous allons vivre avec le virus. C'est dire que nos amis qui sont dans des provinces non encore atteintes par la COVID-19 ne peuvent ou ne pas être épargnés par la pandémie. Puisque lorsque les transports aériens vont commencer, les trains vont se promener, des véhicules, lorsque nous allons faire des tours, nous allons amener cette maladie, cette pandémie, même dans des provinces non encore atteintes. C'est pour dire
que la sensibilisation va aller très loin, puisque nous, les syndicats, nous disons, nous irons jusqu'au bout du monde. Le syndicat ne périra jamais. Le message du syndicat, c'est chaque jour ici, vous pouvez consulter nos téléphones, vous allez trouver que nous avons les messages de nos membres chaque jour, à chaque heure. Même à minuit, ils appellent pour informer de ce qui se passe.